Voilà. Bon, je suis très content d'être parmi les addictologues. Je vais commencer à être addict, comme a dit la présidente, mais je considère que je suis en milieu amical, un milieu bienveillant, et je suis content de, disons, en n'étant pas addictologue, de participer à ce congrès, parce que justement, je fais des recherches et que je vais vous faire part, disons, d'un point de parcours concernant des connaissances et des recherches. Nous avons entendu des choses très intéressantes hier, et je vais essayer de vous dire des choses un peu différentes, puisque alors, je vais essayer de mettre mon minuteur parce que les choses ont changé. On n'est pas à une demi-heure, mais à 20 minutes. Voilà. Bon, voilà. Alors, en tant que psychanalyste, pourquoi je m'intéresse à l'intelligence artificielle? Eh bien, tout simplement parce que c'est quand même quelque chose que nous vivons aujourd'hui comme une rupture. C'est une rupture qui modifie profondément nos manières de penser et d'agir et qui touche tous les secteurs de la société. Et en cela, elle est un fait social total, comme dit Marcel Mauss, puisqu'elle touche tous les secteurs de la société. Alors, mon propos va être, si vous voulez, de poser quelques bases minimales pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, et je vais être amené à montrer en quoi elle n'est pas une intelligence. Nous avons eu des discussions hier, et tout le monde convenait du fait que l'humain est dominant, que la machine ne remplace pas l'homme. Je vais essayer de m'inscrire dans cette discussion, dans cette réflexion, et vous dire justement en quoi elle ne peut pas remplacer l'homme. Et ça va m'amener à vous parler de l'attraction qu'elle exerce. Voilà, pourquoi elle exerce une attraction, pourquoi nous sommes tous un peu addicts avec nos smartphones, avec nos téléphones, pourquoi on ne peut plus s'en passer. Quand vous voyez que quelqu'un toucher ses poches, tout ça, c'est qu'il cherche son téléphone et qu'il a peur de l'avoir perdu. Nous connaissons tout ça. Et puis enfin, bien sûr, ça m'amène directement à la question des addictions. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Vous savez, on parle en concernant l'intelligence artificielle, on dit le virtuel. Elle n'a absolument rien de virtuel. Il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est une révolution. En quoi elle est? Parce que c'est la dernière étape de l'histoire de l'écriture. Et c'est une révolution graphique. Voilà. C'est une révolution graphique qui puise en fait ses racines dans des millénaires. Il y a même 53 siècles en Mésopotamie. Je vous rappelle que le nom d'algorithme est la version latine de Khwarizmi, qui était à Bagdad au IXe siècle. La notion d'algorithme, juste pour rappeler, puisque c'est ça qui est au centre de ce que nous disons, la notion d'algorithme, elle désigne les instructions qui se suivent dans un ordre permanent pour obtenir un résultat réitérable, et ce, dans n'importe quel domaine, qu'il soit pratique, technique ou intellectuel. Et le code a besoin d'un algorithme. Alors, évidemment, Khwarizmi, pourquoi je l'ai cité? Parce qu'au fond, il n'a pas inventé l'algorithme, vous voyez, mais il a classifié les algorithmes existants, qui existaient avant. Alors, je vous recommande vivement. Alors, en même temps, puisque j'ai un temps court, mais en même temps, je vous pose des vignettes sur ce qui a été des socles de ma réflexion. C'est un livre fondamental, c'est un livre assez savant de Clarisse Ehrenschmidt, qui est spécialiste des langues, des religions et des civilisations, et qui a comparé 3 systèmes d'écriture. L'écriture des langues, l'écriture des nombres et le code. Alors, je vais vous parler, donc, ces 3 étapes, elles correspondent au fond à 3 moments historiques fondamentaux, qui sont l'abjad, je vais vous dire ce que c'est, l'alphabet et le code. L'abjad, c'est le premier système, on va dire, d'écriture alphabétique. C'est évidemment l'alphabet consonantique, arabe, hébraïque et syriaque. Alors, la caractéristique, vous le savez, c'est que c'est un système consonantique. Et donc, pour avoir le sens, il faut mettre des voyelles. Donc, il faut connaître les mots avant, justement, de les comprendre. Ça, c'est très important pour comprendre comment on est arrivé à ce qu'on appelle la lecture automatique.
a suivi l'alphabet. L'alphabet comprend des voyelles, des consonnes et des voyelles. Pourquoi elle est automatique? Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez lire quelque chose, vous avez l'impression, si vous êtes fatigué ou si vous êtes distrait, vous avez lu, mais quand vous levez la tête, vous n'avez pas retenu ce que vous avez lu. Pourtant, vous l'avez lu. C'est ça l'écriture automatique. Et ça va amener progressivement à la question de l'automatisation de l'écriture elle-même. Et ça, c'est comme ça a été dit déjà hier, c'est l'apparition au XXe siècle sous la forme de langage programmatique, de programmation, et qui vise à automatiser l'écriture et pas simplement la lecture. Donc, c'est un enchaînement de caractères dénué de sens, bien sûr, et qui est délégué donc à un programme qui est effectuable. Donc, les caractères sont traités, n'est-ce pas? Et l'ordinateur réécrit ce qu'on lui demande à partir de règles qui lui ont été données. Et ce qui est intéressant, c'est que l'extension de l'alphabet par l'informatique, au fond, elle touche tous les systèmes graphiques, que ce soit l'écriture latine, que ce soit l'arabe, que ce soit le chinois. C'est ça qui est très intéressant. Donc, premièrement, révolution graphique. Je vous ai dit en quoi ça l'est, hein, comme dernière étape dans l'histoire de l'écriture. C'est aussi une révolution symbolique, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, elle touche tous les secteurs, le son, l'image, la justice, les médias. Je me suis appuyé sur un autre ouvrage d'un philosophe et d'un juriste, Antoine Garapon et Jean Lassalle, qui ont écrit le livre Justice digitale. Ils montrent comment maintenant le digital est de plus en plus présent dans les décisions de justice. Il y a des arrêts de justice qui commencent déjà à être traités par le biais de l'informatique, et c'est un problème. Et c'est un problème parce que, comme on a entendu hier dans un atelier, un brillant atelier du professeur Bourkhal, il y a une question de probabilité, donc la machine peut se tromper. Il faut jamais oublier ça. Donc, révolution symbolique, parce que tous les secteurs sont affectés, et c'est l'abolition aussi du temps et de l'espace. Quand vous êtes sur un Zoom, par exemple, et qu'il y a des personnes aujourd'hui, nous sommes tous ensemble avec des personnes qui viennent de pays et d'horizons différents, mais quand vous êtes sur Zoom, vous êtes en même temps dans des lieux différents. Vous êtes en même temps dans des lieux différents avec une proximité qui est sur l'écran, mais qui n'est pas géographique. C'est aussi le temps qui devient immobile, c'est-à-dire la façon de garder les données pendant un temps indéfini. J'en viens maintenant à la question donc révolution graphique, révolution symbolique. J'en viens maintenant à la question de l'écriture et la parole. Au fond, je le rappelle, l'écriture numérique relève du calcul. Et pourtant, elle donne l'apparence de la parole. Quand vous ouvrez ChatGPT, il vous dit pardon, vous pouvez préciser, ou bien je n'ai pas compris, désolé. Enfin, vous avez vraiment l'impression que vous dialoguez avec quelqu'un, vous dialoguez avec personne. C'est simplement le programme de la machine qui s'adapte de plus en plus au langage humain. Et ça, c'est un problème à venir pour l'avenir. C'est-à-dire que on a beau dire aussi que la machine n'est pas l'homme et que le langage humain a sa particularité. Quels effets vont avoir lieu sur le langage dans les années à venir et pour les générations à venir? C'est pour ça qu'en tant que psychanalyste, c'est une question qui me passionne. Parce qu'au fond, l'écriture informatique ne dit rien à personne. Voyez, la phrase originale, c'est vous qui la faites. Voyez, l'intelligence artificielle, elle sert à agréger des données. Et en ce sens, je reprends la phrase d'un ami, nous sommes des analphabètes. À part ceux qui savent programmer et faire des codes, nous ne savons pas lire ça. Nous sommes des analphabètes. Et pour ça, nous sommes dépossédés de l'écriture. Et cette dépossession, elle est très, très importante parce que c'est cette dépossession qui fait que nous sommes lus par des machines. Nous sommes conduits par des machines. Nous sommes gérés par des machines. Dès que la machine repère ce qui vous intéresse, elle va toujours vous lancer des choses qui vous intéressent. Dès qu'on a réservé quelque part, vous avez tout le temps des propositions d'aller à Rio ou à New York ou à Hong Kong, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment la question. Et ceux qui l'ont pas vu, je recommande le film culte de Matrix, qui est un grand film vraiment parce que, vous voyez, c'est une fiction de 1999
et qui montre comment justement les gens sont dans la matrice. Cette matrice, c'est la machine, et qu'est-ce qu'il faut pour sortir de la machine. Donc, vous voyez, cette question de la possession, et vous voyez, on touche déjà maintenant, on touche à la question de l'addiction. Elle est tout à fait fondamentale. Autant dire que la parole, la machine n'a pas de parole. La parole, c'est une caractéristique du vivant. Voilà. J'aime beaucoup une phrase de Paul Ricoeur. Mon cerveau ne pense pas, mais tandis que je pense, il se passe toujours quelque chose dans mon cerveau. Paul Ricoeur avait fait un débat de haute tenue avec Changeux, un neurologue et un philosophe. Et donc, c'était la question de que font les neurones et que fait l'environnement, que fait le langage. Bon, alors, le cerveau, très rapidement, vous savez, le cerveau, il est plastique avec les découvertes la découverte de la plasticité neuronale. On sait que le cerveau est constamment modifié. On sait que le cerveau, produit tout le temps. Enfin, je veux dire que les neurones sont produits tout au long de la vie, de la naissance à la mort. On sait surtout aussi que c'est très, très important. Et ça, c'est là que la psychanalyse rejoint ces recherches-là. On sait qu'il y a une contingence. C'est-à-dire que le cerveau est capable de réagir à l'événement. Quand il y a quelque chose d'imprévu, le cerveau s'adapte et peut faire face à l'événement. C'est aussi le cas de l'inconscient. L'inconscient, le psychisme humain, il ne réagit pas simplement en fonction des données qu'il a dans sa mémoire. Que ce soit la mémoire procédurale ou la mémoire freudienne, le cerveau a la possibilité de réagir face à la contingence. C'est ce qui fait aussi la liberté de l'homme. C'est ce qui fait dire à quelqu'un dont je me suis beaucoup inspiré et qui est François Ansermet, qui a écrit À chacun son cerveau. Donc c'est un travail entre un neurobiologiste et un psychanalyste et qui a été traduit dans une dizaine de langues. En anglais, c'est The Biology of Freedom. Vous voyez? Donc cette contingence, c'est quelque chose qui conduit à la liberté. Donc voilà. Donc la plasticité cérébrale, si vous voulez, elle rejoint aussi la question de la contingence, aussi bien en ce qui concerne. Ce sont deux champs différents, le cerveau et la pensée, le cerveau et le langage humain. Mais ça s'articule au niveau, disons, de ce qui est produit. Et c'est en cela que Paul Ricoeur a dit, le cerveau ne pense pas, mais pendant que je pense, il se passe des choses, et que je parle, il se passe des choses dans mon cerveau. Donc il est clair, si vous voulez, que la machine n'a pas d'inconscient, c'est une banalité de le dire, mais ça veut dire aussi qu'elle n'a pas d'intuition et qu'elle n'a pas de passion. Si vous avez évidemment ce qu'on appelle des métaphores, hein, si vous dites j'en perds les pieds ou j'en perds les jambes, etc., si l'ordinateur n'a pas ça dans sa programmation, il va vous traduire vraiment que ce sont les jambes qui sont perdues ou une fracture, etc. Donc, vous voyez, l'intuition, la contingence, les passions, c'est quelque chose qui font partie de langage. Donc, l'ordinateur ne comprend pas. L'ordinateur, au bout du compte, c'est nous qui devons interpréter les choses. Ça a été dit hier. J'aime bien cette phrase de Jacques Derrida. C'est une écriture différente, mais différente avec un A. C'est-à-dire qu'elle diffère le sens. Bon, alors maintenant, l'ordinateur, évidemment, il nous donne une mémoire externe. C'est étonnant quand même que ça s'appelle mémoire. Mais c'est une mémoire externe, c'est-à-dire que c'est quelque chose, vous lui déléguez quelque chose, vous libérez aussi votre cerveau, mais cela dit aussi, vous dépendez d'elle. Bon, c'est très bien parce qu'on peut pas tout retenir, on a les oubliés, et il faut pas charger sa mémoire humaine de choses des fois inutiles. Mais il faut pas oublier que c'est une mémoire externe. Alors de ce point de vue-là, donc ça soulève toute la question de la technique et du langage. La question de la technique et du langage, au fond, la technique, elle donne une capacité à agir. Le langage, il sert à symboliser. Alors je vais vous citer ici un philosophe des techniques qui est François Sigaud et qui a écrit dans ce livre Comment Homo devient Faber. Alors c'est très intéressant parce que premièrement, on le redit, l'outil ne relève pas du langage. L'outil est muet.
L'outil est muet et invisible. Et nous sommes, en plus de nous mettre comme des analphabètes. Donc, la machine n'est pas expressive, mais elle vise l'action. Et la deuxième chose, c'est que la machine, l'activité technique, ne vise pas, l'activité technique ne vise pas, elle ne procède pas d'une tendance existante dans l'individu. Par exemple, si vous prenez un objet avec les mains, ben, c'est déjà un potentiel que vous avez dans les mains. Vous voyez? Mais si vous utilisez une pince, parce que la main ne peut pas faire la chose, ou si vous prenez un marteau, vous n'allez pas taper sur un clou avec la main, vous allez taper avec un marteau. Donc c'est ça, en ça qu'elle est un prolongement, mais qu'elle ne fait pas partie du corps. Alors, j'en viens à la question des addictions. Alors, là, c'est très important parce que, au fond, qu'est-ce qui se passe du côté des machines? On va leur déléguer des choses. Il y a un mot que j'emprunte à Jean Lassègue, qui est un mot du dictionnaire, qui est la prolepse. C'est quoi la prolepse? La prolepse, c'est à la fois, c'est déléguer aux machines quelque chose qui va se produire demain. Vous voyez? Mais ça conduit directement aux croyances. Et c'est quelque chose, au fond, qui consiste à juger le présent à partir de l'avenir. Quand vous dites l'avenir sera mieux, vous parlez au présent, donc le présent est déterminé par quelque chose. Vous voyez? Et ça confère même à des questions de dystopie, vous voyez. Et ça, c'est un problème aussi parce que, si vous voulez, c'est la question aussi des prédictions de la machine. Ce que je disais de la justice digitale, sur la base de données probabilités acquises au passé, vous allez prévoir des choses du futur. C'est valable pour nous aussi en ce qui concerne les enquêtes sur la criminologie, vous voyez, sur les possibles, justement, crimes, les assassinats, etc. Et là, vous avez le film magnifique de Spielberg qui est Matthew Report. C'est un film justement qui montre comment l'assassin est déterminé avant qu'il le devienne, et l'assassin se voit lui-même au futur et il se met à courir pour prouver son innocence. C'est vraiment des films visionnaires, parce que la fiction, c'est comme la poésie ou l'art des fois, ça nous préfigure le futur. Alors, une chose très très importante, alors mon minuteur n'a pas marché, il reste combien? 5 minutes, bon. Alors, en 5 minutes, je vais dire l'essentiel. Il y a une notion essentielle, c'est la question qui nous intéresse, c'est la question du pharmakon. Le pharmakon, en grec, depuis Platon, désigne à la fois le remède et le poison. C'est très important, vous le trouvez dans le banquet de Phèdre. Et, disons, ça a été repris par Jacques Derrida, donc dans le texte La pharmacie de Platon. C'est quelque chose qui peut être bénéfique, mais qui peut être bon et mauvais, bénéfique et douloureux. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que Bernard Stiegler, dont je vous ai parlé, il a dit qu'au fond, toute technique est ambivalente. Et que quelque chose de la technique est bienfaisant, mais peut être aussi malfaisant. C'est-à-dire que, en tant que pharmacone, toute technique apporte autant de solutions que de nouveaux problèmes. C'est pour ça que toute technologie doit faire à ses yeux l'objet d'une critique pharmacologique, où le pharmacone est appréhendé du même geste dans ses dimensions curatives et ses dimensions toxiques. Voilà. Alors, c'est fondamental parce que ça nous amène à une réflexion sur les mutations actuelles, etc., qui sont portées par le développement technologique et par les technologies. Voilà. Vous voyez donc comment on chemine de ce qu'est la programmation vers la dépossession et vers les addictions avec leurs bienfaits, et ça se rejoint évidemment sur de nombreux thèmes. Alors évidemment, je pourrais vous parler, mais il faudra m'inviter une autre fois, sur la question de ce qui est visible et invisible, sur le pouvoir de l'invisible, parce que j'ai travaillé personnellement et j'ai discuté avec des gens de la tradition qui disent, mais de toute façon, l'invisible, il a toujours existé, il existe chez nos ancêtres, et ce sont des pouvoirs invisibles. Et aujourd'hui, on entend des patients dire qu'au fond, ce qui leur arrive, c'est pas parce soit ils disent qu'ils ont été possédés, et donc ça c'est l'invisible, soit ils disent que c'est les machines qui sont la cause de ce qui leur arrive. Vous voyez, et il y a une réflexion à mener.
je peux pas la faire aujourd'hui. Je vais donc juste conclure. Donc la question de la réduction de l'intelligence, des effets de dépendance à l'intelligence artificielle. Donc évidemment, il faut éduquer, bien sûr, on le dira jamais assez. Mais moi, je vais préciser aussi qu'il faut développer les apprentissages. Vous savez, tout ce qui est pendant la première enfance, tout ce qui est manuel, le dessin, tout ce qui fait interagir le corps. Parce que le problème c'est qu'elle ne fait pas interagir le corps. Si je suis avec vous, il y a un vis-à-vis, il y a quelque chose. Si on se voit, on se touche, on se dit bonjour avant, on s'est embrassé, etc. Ce sont des interactions. Donc, il faut développer la question des rapports au corps dès la première enfance. La deuxième chose, évidemment, si vous voulez, c'est que il faut bien sûr instruire, informer, etc. On le fait jamais assez. Il faut sensibiliser à l'usage équilibré, vous voyez, on l'a dit hier, pour le respect de la vie privée, des relations authentiques, vous voyez, de gérer notre dépendance à l'intelligence artificielle, etc. L'esprit critique. Donc, vous avez compris que je ne suis pas là pour critiquer la question de la numérisation du monde, mais bien pour l'adapter d'un point de vue critique, pour savoir à quoi on a affaire. Parce que c'est un outil extraordinaire. Il faut quand même que je le dise avant de finir, sinon, voilà. C'est-à-dire que pour la connaissance, la communication, le développement scientifique et la santé. Elle permet de sortir aussi même des médias traditionnels. Mais donc, en donnant une liberté, on sait qu'elle a produit des révoltes, etc. Mais aussi des fake news et évidemment, c'est à cause des croyances. Les fake news, c'est les effets de la croyance. Donc, vous voyez, alors je vais finir sur une phrase, sur la phrase de deux chercheurs qui me paraît très très forte. La fracture sociétale qui pourrait se faire jour sera celle entre, d'un côté, ceux qui comprennent l'importance de leurs propres efforts et leurs actes sémiogénétiques, qui savent se servir des nouvelles facilités sans se soumettre à la machine, d'un côté, et de l'autre, ceux qui ne se posent pas de questions et se laissent envahir par les artefacts de sens dont ils ne connaissent ni la nature, ni les limitations. Et je vous remercie.